Salut à tous. Il y a 10 ans, le 7 novembre 2008, Jean-Luc Mélenchon quittait le Parti Socialiste pour fonder le Parti de gauche. Pour fêter ces 10 ans, entre guillemets, je vous propose une rétrospective des différentes stratégies adoptées par Mélenchon depuis cette date, ainsi qu'une analyse du fonctionnement de la France insoumise. Alors pourquoi se pencher sur le fonctionnement de la France insoumise ? Eh bien parce que souvent, le fonctionnement d'un parti en dit long sur l'état d'esprit de ses chefs et sur la façon dont ils appréhendent le pouvoir. Et tout d'abord, commençons par la rétrospective. Après avoir été militant trotskiste dans sa jeunesse, Jean-Luc Mélenchon entre au Parti Socialiste dans les années 70, où il gravira petit à petit les échelons électifs. Mais ce membre de l'aile gauche du parti restera au second plan jusqu'en 2005. À ce moment, lors du référendum sur le traité constitutionnel européen, il appelle à voter et fait campagne pour le non, à contrario du parti qui lui s'est positionné pour le oui. Suite à cela, il gagne en audience médiatique, mais est de plus en plus isolé au sein du parti, qu'il finira par quitter en novembre 2008 au congrès de Reims, ne supportant plus ce qu'il considère être une dérive sociale libérale. Avec une poignée de fidèles, il fonde dans la foulée le parti de gauche. De fait, l'espace politique du PG est réduit. Il doit cohabiter avec le PCF et le NPA, alors en pleine construction et fort d'une importante dynamique attirant pas mal de monde et dont l'orientation n'est pas encore claire. Car si aujourd'hui le nouveau parti anticapitaliste a fait un retour aux sources trotskistes, lors de sa création il ratisse large et de fait, le PG et le NPA ont un temps le même public, à savoir des militants de gauche en quête de radicalité, mais pas trop. En fait, lors de la création du PG, Jean-Luc Mélenchon utilise une méthode qui sera ensuite une constante chez lui, s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger sur le moment. Et à l'époque, à la gauche de la gauche, on parle beaucoup de Die Linke, un nouveau parti allemand issu de la fusion de l'ex-parti communiste d'Allemagne de l'Est et d'une fraction du SPD, le Parti socialiste allemand. Jean-Luc Mélenchon espère que le PG sera la composante socialiste de cet attelage. Il va donc mettre en œuvre cette stratégie rouge-rose en créant le Front de gauche. Il ne s'agit pas d'une fusion comme en Allemagne, mais d'un cartel regroupant le PCF, le PG et quelques groupuscules. Cette alliance sera testée aux européennes de 2010 avec un succès moyen. Puis, c'est l'élection présidentielle de 2012. Mélenchon y porte les couleurs du Front de gauche et incarne, selon ses propres termes, le bruit et la fureur. C'est un tribun au discours violent et radical qui fait peur à une partie de la gauche. Il y obtient un score correct mais décevant. 2 ans plus tard, il va créer le M5R, le mouvement pour la 5ème République, inspiré du M6R de Chavez, laissant de côté le parti de gauche qui se vide peu à peu de ses militants. Le but du M6R est de fédérer non plus sur la question sociale pure et dure, mais sur la question démocratique, comme Chavez lors de son élection en 1999. Le M6R sera un échec et aura une existence uniquement virtuelle. 2014, c'est aussi l'année des élections municipales. À ce moment-là, le phénomène montant dont on entend parler, c'est Syriza en Grèce, dirigé par Alexis Tsipras, conglomérat d'écolos et de sectes marxistes-léninistes refusant tout compromis avec les socialistes grecs. Le Front de gauche dépose des listes, mais des tensions avec le PCF se font jour sur la question des alliances. En effet, le Parti communiste favorise des alliances avec le PS dans certaines villes où l'élection de majorité de gauche ne fait pas de doute. Cela crispe Jean-Luc Mélenchon qui veut une autonomie totale vis-à-vis des socialistes, à l'image de Syriza en Grèce, sans compromis avec le PS, à qui il voue désormais une haine viscérale. Au PG aussi, des tensions apparaissent là où des militants locaux veulent faire des alliances avec le Parti socialiste. Mais devant le refus catégorique de Mélenchon de faire des alliances avec les socialistes, certains démissionneront. Le Front de gauche réussira à faire élire un maire grâce à une alliance rouge-rose-vert à Grenoble. Ce maire sera porté au nu comme étant un exemple de la stratégie victorieuse de non-compromission à la Syriza. Début 2015, Syriza, grâce à son chef Alexis Tsipras, remporte les élections en Grèce. Jean-Luc Mélenchon jubile, et puis, Tsipras, encensé quelques mois auparavant, doit céder sur la question de la dette face aux pressions des institutions internationales. À peine converti, Mélenchon brûle sa nouvelle idole, qui n'est plus maintenant qu'un traître à ses yeux. Alors, il se tourne vers Podemos, parti espagnol créé en 2014 et dont le succès se profile à l'horizon. Mélenchon reprend le vocable de Podemos et commence à parler de caste, d'oligarchie, de peuple, à laisser de côté le clivage gauche-droite au profit du clivage haut-bas, et commence lui-même à se pencher sur les thèses du populisme de gauche de Laclos et Mouffe qui ont inspiré les Espagnols. Et puis, en 2016, aux États-Unis, c'est l'apparition de Bernie Sanders, socialiste qui rattrape Clinton dans les sondages des primaires démocrates. Sanders fait une campagne très décentralisée, faite d'initiatives locales, grâce à une plateforme internet. Et là, après une demi-douzaine d'années d'errance tactique, il va y avoir un tournant majeur. Jean-Luc Mélenchon va mixer la stratégie dite populiste de gauche de Podemos et l'organisation décentralisée de Sanders. Au passage, il troque son habit de tribun, incarnation du bruit et de la fureur, pour la figure du vieux professeur pédagogue que l'expérience a rendu sage, imitant en cela Bernie Sanders, dont il reprend aussi les codes visuels. La France insoumise est née, et enfin, Jean-Luc Mélenchon semble avoir trouvé une forme organisationnelle qui lui convienne. Avant de continuer sur l'analyse du fonctionnement de la France insoumise, quelques remarques. Pendant toutes ces années, Jean-Luc Mélenchon s'est conduit comme un autocrate et a dirigé ses organisations quasiment seul, avec un noyau de dirigeants fidèles qu'il connaît depuis longtemps. Résultat, ces organisations n'ont jamais tenu,
Et le PG, par exemple, est passé de 12 000 membres revendiqués à sa fondation à 2 à 3 000 maximum aujourd'hui. La démocratie interne n'a jamais été le fort de Jean-Luc Mélenchon, et il est probable que si aujourd'hui la France insoumise est une forme qui lui convient, c'est pour de mauvaises raisons. En effet, la France insoumise est une structure extrêmement antidémocratique. La plupart des partis ont une forme pyramidale. Il y a une continuité entre la base et le sommet par le biais de postes électifs internes et citoyens, échelons que l'on grimpe généralement petit à petit. C'est une forme de cursus honorum, pour reprendre un terme de la Rome antique. La France insoumise ne correspond pas à ce schéma. Vous avez des groupes de base de taille réduite, 12 personnes maximum, qui sont largement autonomes quant à leur mode d'action, mais qui ne pèsent en rien sur la ligne stratégique du parti, car il y a peu de structures permettant d'interagir avec le noyau dirigeant national. Le seul lien qu'il y a entre les deux, ce sont des conventions nationales, réunies tous les 6 mois au mieux, et dont le mode de désignation lui-même verrouille la structure. 60% sont tirés au sort parmi la base, et les 40% restants sont des mandatés de commissions diverses et de partis alliés. Or, le tirage au sort n'est pas démocratique. C'est une méthode qui a le vent en poupe dans certains milieux voulant repenser la démocratie, mais c'est probablement la pire des idées. Ce système est inspiré de la démocratie athénienne antique, où certaines fonctions publiques étaient tirées au sort. Aujourd'hui, quand on pense tirage au sort, on part du principe que le hasard tranchera. Dans la Grèce antique, le tirage au sort ne repose pas sur le hasard, sur une formule probabiliste, mais sur la volonté des dieux et du destin. C'est extrêmement différent. De fait, le tirage au sort aujourd'hui s'apparente plus à une forme de sondage. On prend au pif une personne qui portera un vote, une opinion censée être représentative de la masse militante. Ces insoumis tirés au sort, par définition, ne sont pas des délégués, mais un échantillon supposé représentatif. De plus, le tirage au sort renforce la division haut-bas et assure la suprématie d'une minorité regroupée autour de Jean-Luc Mélenchon. Il ne permet pas, contrairement à l'élection de délégués, de voir apparaître des leaders issus de la base par réélection successive dans les instances internes. Ce fonctionnement, de fait, crée deux sphères. À la base, une masse d'anonymes qui n'ont aucune chance d'accéder à des responsabilités, et en haut, une élite politique très formée qui décide seule des orientations nationales. Ce noyau dirigeant, constitué dès les premières heures de la France insoumise, est extrêmement homogène. Par exemple, chez les vieux dirigeants issus du PS, Corbière, Mélenchon, Coquerel, et même Liem Ngoc, d'après une source militante, ont tous un passé trotskiste, et la plupart étaient lambertistes. On a un entre-soi avec des références communes extrêmement fortes, et il doit être extrêmement compliqué de s'insérer dans ce groupe dirigeant. Ce groupe d'ailleurs entretient aussi l'absence de démocratie et en est conscient. Il faut dire que le flou dans le fonctionnement a des avantages. Par exemple, officiellement, Jean-Luc Mélenchon n'est que le chef du groupe parlementaire. Et pourtant, qui ne voit pas en lui le chef de la France insoumise, d'autant plus qu'il se comporte comme tel. Dans le mouvement anarchiste dont je suis issu à la base, ça porte un nom. Ça s'appelle la tyrannie de l'absence de structure. Dans une organisation, quand vous n'avez pas de structure de débat et de décision démocratique, quand le pouvoir n'est pas encadré, eh bien tout se joue dans l'informel, et généralement dans ce cas-là, eh bien c'est celui qui gueule le plus fort qui emporte le morceau. Résultat des courses, ce mode d'organisation permet une autonomie du noyau dirigeant. Par exemple, on est passé d'un populisme de gauche, mais reposant sur un discours ni gauche ni droite, à une alliance avec les déçus du PS, sans discussion nationale. La France insoumise reproduit le schéma social qu'elle dénonce dans la société. Vous avez la masse des 99% qui travaillent et le 1% qui dirige. C'est une forme d'oligarchie et le meilleur moyen d'y entrer, ce n'est pas de partir de la base de la France insoumise, mais de passer par des moyens détournés, les partis alliés. Regardez les députés, la plupart proviennent d'un parti où ils ont grimpé en interne et bénéficient d'un capital politique qu'ils y ont acquis. Au total, 12 sont ou ont été encartés dans des partis de gauche avant l'existence de la France insoumise. Parfois de longue date, certains de ces députés ont suivi Mélenchon lors de la création du parti de gauche. La plupart a donc un fort bagage politique obtenu dans un parti classique. Comme une entreprise qui recrute ses cadres non pas parmi ses employés de base, mais dans de grandes écoles, la France insoumise puise ses cadres non pas dans son vivier militant, mais dans les écoles à cadres politiques que sont les partis. Au final, le fonctionnement de la France insoumise ressemble fortement à une entreprise de la Startup Nation. Vous avez à la base des collectifs de travail éclatés, à qui on vend des discours axés sur l'autonomie d'action et le côté participatif et inclusif, et en fait, à côté de cela, vous avez un noyau dirigeant totalement autonome qui ne rend de compte à personne. Et si ce fonctionnement plaît autant à des militants de gauche, c'est peut-être qu'ils sont plus poreux à l'ère du temps néolibéral et managérial qu'ils veulent bien le croire. Et c'est sur cette conclusion qui va encore me permettre de me faire des amis à la France insoumise que cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, et moi je vous dis à la prochaine!